Bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook d'Allociné pour ce live assez exceptionnel avec un invité qu'on est très content d'accueillir. Donc bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Et bonjour Vincent. Bonjour. Alors Jean-Philippe puis Martin, on vous le présente, vous avez certainement dû le lire dans la description déjà de ce post. Vous allez très vite le reconnaître quand il va se mettre à répondre à nos questions. C'est un acteur qu'on aime beaucoup, qu'on est très content d'accueillir ici, un acteur de théâtre que vous avez certainement déjà vu au cinéma et que vous avez forcément déjà entendu au cinéma, puisque c'est le comédien qui double notamment Tom Cruise, Tom Hanks, qui a fait la voix de Woody dans Toy Story, qui a fait la voix de Timon dans Le Roi Lion et beaucoup d'autres encore. Il dirige aussi des plateaux de voix françaises. Alors je sais pas si je prononce les bons termes en fait, mais en gros c'est ça. Oui, c'est ça, enfin, la direction artistique de version française de films. Bon bah du coup on parlera de tout ça ensemble et donc en gros c'est à l'occasion de Jack Reacher Never Go Back qui sort aujourd'hui avec Tom Cruise qu'on rencontre Jean-Philippe puis Martin. Alors comment ça va se passer? C'est un petit peu comme d'habitude, moi j'ai mon portable juste à côté donc je ne lirai pas mes SMS ou je jouerai pas à un jeu quel qu'il soit, mais je regarderai vos commentaires. Je vérifierai. Voilà, Jean-Philippe sera là pour contrôler que je joue pas à 2048, à Tetris ou autre chose, mais en tout cas promis. Mais promis, en tout cas, voilà, je regarderai vos réactions et puis j'essaierai de transmettre vos commentaires, vos questions éventuelles. Donc n'hésitez pas à en poser. Et puis on va tout de suite commencer avec peut-être une première question de Vincent. Oui, on va parler du personnage de Jack Reacher. Ouais. C'est la deuxième fois que vous glissez dans la peau de ce personnage. J'adore ce personnage. Et est-ce qu'il y a une méthode de Jack Reacher, parce que c'est un personnage qui est quand même très, on va dire, badass? Je sais pas s'il y a une méthode, mais il y a en tout cas il y a un style. Il y a un style Jack Reacher. C'est moi, enfin c'est vraiment mon avis personnel, mais pour moi Jack Reacher c'était comme il est au cinéma ce que Lucky Luke était à la BD quoi. Il y a le côté Lonesome Cowboy. Enfin, et puis c'est un style aussi des années 80, 70-80 comme ça, mais au niveau de la mode, enfin au niveau de la texture même du film, mais le personnage solitaire comme ça, qui est toujours pour la justice, très sensible à l'injustice justement. Donc on s'attend, moi c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que dans un monde où on est entouré de super techniques, technologies, machin chose, où tout est voilà, tout s'accumule. Tout d'un coup, on a un mec seul avec ses pensées, avec ses sentiments et avec voilà ce sens de l'injustice et puis son intuition. Voilà, il travaille avec ça quoi. Il a rien, il a un t-shirt, il est tout seul, il est toujours paumé, il est toujours on sait pas où il vit, il vit de rien, il est seul, il est vraiment. C'est un peu voilà, il y a un côté et c'est assez voilà, j'aime. C'est un opposé quoi. Et on se dit que ce personnage, il peut lui arriver plein d'aventures quoi. Et que ça va dans tous les sens. Et ce Jack Reacher là, cette nouvelle version est très différente de la première. Donc voilà, à chaque aventure, on sait, voilà, c'est ça qui est très excitant, c'est qu'on se dit bah voilà, qu'est-ce qui va se passer, le prochain, ça va être quoi et voilà. Et il y a l'auteur du roman Lee Child disait que Tom Cruise a une espèce de façon un petit clignement d'œil et on sait exactement ce qu'il pense. Comment est-ce qu'on se glisse dans la peau de Tom Cruise dans ce genre de rôle? On le regarde, on l'écoute. C'est ça qui est passionnant dans ce métier, en tout cas dans cet aspect du métier, c'est que on rentre totalement. Enfin, on est obligé. Quand on est acteur, on est obligé de rentrer dans la peau d'un personnage. Donc on essaye de vider plein de choses pour laisser le personnage entrer. Là, c'est un peu pareil, mais c'est encore plus, on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on essaie de rentrer dans la peau d'un autre acteur, de quelqu'un qui a déjà, qui respire différemment que vous, qui est pas pareil, qui est physiquement différent, enfin voilà, et on rentre dans cette respiration-là. C'est tout l'art du doublage en fait, et il est là. C'est de choper l'œil, choper la respiration, choper le mouvement, choper voilà. Tout ça et rentrer là-dedans et se fondre dedans. Et ça, c'est passionnant. On a beaucoup déjà de réactions très positives, donc c'est très cool. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Il y a une question qui revenait, c'est quand sort le film Jack Reacher Never Go Back? C'est aujourd'hui, donc vous pouvez y aller dès ce soir, dès même maintenant. Et on a une question déjà de... Alors attendez que je la retrouve, parce qu'il y en a beaucoup.
Benjamin RLK, bonjour Monsieur Puy-Martin, comment vous Bonjour. êtes-vous retrouvé à faire du doublage et comment avez-vous été choisi pour être officiellement la voix française unique entre guillemets de Tom Cruise? Comment j'ai commencé le doublage? J'ai commencé le doublage, j'étais à l'époque à la Comédie Française, pensionnaire depuis 6 ou 7 ans. Je faisais un film sur la Comédie Française que je réalisais. Et j'ai commencé pour des très mauvaises raisons en fait. J'ai commencé parce que je payais ma monteuse par semaine ce que je gagnais par mois. Donc très vite j'ai eu des problèmes. Donc je me suis dit il faut que je trouve autre chose, il faut que je fasse des voix, des machins. Je savais que le doublage existait, je savais pas exactement ce que c'était. Et donc voilà, je suis rentré là-dedans un peu par hasard en fait. Et puis j'ai adoré, je suis tombé dedans, j'ai adoré ça. Donc j'ai continué, pas en parallèle avec la Comédie Française encore pendant des années. Et puis j'ai toujours continué le doublage. Voilà. Ça marche. Et, C'est très bien. Ça. par rapport Et par rapport à Tom Tom Cruise, Cruise. alors Tom Cruise, je l'ai doublé une première fois il y a très longtemps, c'était sur un film qui s'appelait Entretien avec un vampire. Et puis après c'est Yvan Attal qui a pris le relais sur Eyes Wide Shut, je crois. sur Eyes Wide Shut, voilà, on avait fait des essais et tout ça, c'était grosse. Et puis je crois qu'il l'a fait 5 fois et après je l'ai repris. Moi je double depuis 15 ans maintenant je pense. Depuis Le le Dernier Samouraï. Ouais. Voilà, exactement. Alors on a une autre question. Attendez. Tac tac tac. En gros, c'est, je pense qu'ils reprennent la comparaison Tom Cruise et Tom Hanks. Et si vous Ouais. aviez un film à choisir pour chacun des deux, quel serait ce film? Et émotionnellement, duquel êtes-vous le plus proche? C'est très compliqué, c'est c'est très une difficile. question un peu Ils sont difficile. tellement différents l'un et l'autre. Moi j'adore, enfin, c'est là où réside tout le plaisir de ce métier. C'est-à-dire que à chaque fois c'est différent et on rentre dans quelque chose de très différent. Les deux sont tellement différents. Tom Hanks c'est plus l'homme, le père de famille, voilà, l'homme qui a les pieds bien ancrés dans le sol, et c'est passionnant à faire. Je vais chercher beaucoup plus dans les graves et dans les. Tom Cruise c'est beaucoup plus le jeune homme, le sanguin, voilà. Donc votre Donc, voix change en oui, fonction de forcément. Ouais, bah oui. Donc comme moi j'ai une voix plutôt médium, après je joue, je me rends même pas compte à la limite parce que comme je vais vers eux, je vais vers ce qu'ils font, donc j'essaye de voilà il y a un côté un peu caméléon qui est passionnant. Et voilà, je peux pas dire que je préfère faire ça ou ça. J'adore. J'ai une chance formidable d'être abonné au Tom. et puis voilà. Et ils font des choix quand même assez étonnants, et l'un et l'autre. Ils se complètent bien tous les deux. Ils se complètent très bien. Ouais, c'est vrai. C'est tout à fait passionnant. Peut-être une petite Voilà. question de Vincent. Oui, une petite question sur les méthodes de doublage, par exemple entre les années 80 et 90, et Ouais. les méthodes de maintenant. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Parce que je sais que Mike Dara nous disait, Ouais. qui est la voix de Whoopi Goldberg et qu'on a eu en live, nous disait qu'il y avait vraiment une grande différence parce que maintenant, peut-être qu'on prenait moins de temps à travailler un rôle parce qu'il y avait des délais un peu plus compliqués. Et par exemple, le fait de travailler avec tous les acteurs réunis, maintenant c'était plus trop, ça marchait plus trop comme ça, c'était l'acteur faisait sa voix tout seul. Ouais. Ça dépend. Il y a effectivement le fait que les choses se sont accélérées parce que il y a 15-20 ans, le directeur celui qui avait la boîte de prod disait j'ai le prochain Clint Eastwood à faire, il est là, voilà, c'était les bobines, elles étaient là dans son bureau, il disait oui mais je fais ça dans 2 mois, il n'y a pas de problème. Là c'est plus du tout le cas. Maintenant tout ça vous arrive par satellite, ça arrive à la dernière minute parce que comme tout s'est accéléré, que on a donc les gens ont de plus en plus de temps pour faire leurs films. Les réalisateurs ils vont jusqu'à la dernière seconde pour changer leur truc, donc on se retrouve à faire, moi j'en dirige pas mal maintenant et on se retrouve à faire des version après version, et on sait très bien, moi par exemple sur tous les films de Spielberg, et c'est formidable parce que du coup en même temps on est en parallèle au tournage quasiment, c'est à dire que il est encore en train de tourner quand on commence déjà à faire le doublage. Et sur Munich par exemple je crois qu'on avait 11 versions. Et alors quand on est de ce côté-là, c'est à la fois il y a une pression terrible
parce qu'il faut suivre, il faut être au taquet en permanence, et on est à la dernière, c'est la dernière étape de la construction du film, donc voilà, il y a une date de sortie, quoi. Ça, donc on est de plus en plus poussé vers cette date de sortie, mais en même temps il y a un côté passionnant parce qu'on voit sur les, je reviens à Munich par exemple, c'était formidable parce qu'on voyait presque, on était dans la tête du réalisateur, quoi. Et vous êtes en contact avec les réalisateurs on est en contact à travers, souvent sur des gros films comme ça, à travers des superviseurs qui sont là, comme Claudia Wirtzmann, avec qui j'ai fait beaucoup de films, qui m'a fait confiance aussi pour faire mes premières directions, et qui elle est en contact directement avec la production, avec les réalisateurs. Et eux, ils ont une autre responsabilité, c'est-à-dire que de superviser carrément les doublages dans le monde entier, quoi, en gros. Et sur des gros films comme ça, il peut y avoir 32, 50 versions. Forcément. Ok, bon, on a encore une question de quelqu'un qui nous regarde. Alors merci encore pour vos commentaires, vos réactions. Vous êtes très réactifs et très enthousiastes, ça fait plaisir. Alors une question qu'on doit souvent vous poser, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut faire du doublage? Et je crois venir la réponse, c'est un métier de comédien, et ça c'est important. Oui, apprenez d'abord à être un comédien. C'est un métier formidable, c'est formidable de faire du doublage, mais si on n'est pas comédien, c'est très limité, on peut rien faire, quoi, parce qu'il faut d'abord être acteur, voilà, faire ses classes, faire un conservatoire de région, de ville, voilà, travailler les textes, travailler le théâtre, voilà, et puis après venir au doublage, en plus et en complément. Ne pas faire que du doublage non plus, parce que les gens qui font que ça, il y a une espèce de ronron, de mauvaises habitudes qu'on prend, parce que c'est une technique, le doublage, c'est une technique qui se pose sur un métier qui est le métier de comédien. Mais il ne faut pas le faire à l'envers, quoi, parce que si on n'apprend que la technique, c'est assez dramatique malheureusement, parce qu'on n'arrive pas à... Et puis c'est logique, quoi, c'est-à-dire que c'est des acteurs qu'on a en face de nous, donc c'est des gens qui vivent quelque chose, qui amènent des sentiments, qui amènent des... Voilà. Et si en face on n'a pas les outils pour traduire tout ça, voilà, il y a un moment où ça coince, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai, je dis ça d'autant plus que je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de stages organisés donc par des gens plus ou moins bien intentionnés, et en tout cas souvent qui prennent beaucoup d'argent à des jeunes qui en ont peu, en leur faisant miroiter beaucoup de choses, et qui malheureusement se cassent le nez après dans les studios. On leur a promis monts et merveilles, on leur a dit oui c'est facile, tu vas dans les studios, c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. Ça c'est important de le dire, parce que c'est vrai que ça se multiplie en ce moment. Oui, malheureusement, oui. Donc il y a des choses qui sont très bien, il y a des gens, on peut apprendre, mais il faut d'abord être comédien, et puis après faire ses stages, travailler avec des acteurs reconnus qui font ça avec générosité, et qui vous apprennent les techniques, mais pas faire les choses à l'envers, je pense. C'est important. Une question. Oui, alors je crois savoir que vous avez déjà rencontré Tom Hanks. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé? Je l'ai rencontré 2 fois. Je l'ai rencontré une première fois dans un studio. C'était une période où moi je vivais à Los Angeles. Je suis parti vivre 3 ans là-bas après mon départ de la Comédie Française. C'était dans les années 80, entre 95 et 97. Et donc j'avais été invité par Claudia Wirtzmann justement, qui était là-bas, qui faisait le mixage de Amistad. Elle m'avait invité une journée à voir le mixage, et c'était dans les studios, je sais plus où, dans Los Angeles, je sais plus quel studio. Et en fait, Tom Hanks était dans les mêmes studios en train de produire la série qu'il avait faite sur Apollo. Après avoir fait Apollo 13, il s'était mis à produire toute une série sur les missions Apollo. Et donc il était on s'est rencontrés dans le truc où on prend les cafés, les muffins, les machins. Et donc tout de suite, Claudia nous a présentés tous les deux. Il m'a regardé. J'étais super surpris parce que il nous donne l'impression de Monsieur Tout le Monde, alors qu'il est super grand, il fait 2 mètres. Donc il m'a regardé d'en haut, il m'a dit, oh, my French voice. Il était super content. Et donc on a parlé, on a vraiment sympathisé. Et c'est un type très simple et très abordable comme ça.
Et donc on a parlé un petit moment et il m'a invité une deuxième fois, 6 mois plus tard, à le voir sur le tournage de La Ligne Verte. Donc ça c'était génial, c'était dans les studios, c'était là où il y avait la prison, le couloir de la mort, et tout ça, et c'était passionnant, voilà. Et voilà mes rencontres avec Tom Hanks. Alors les réactions sont toujours très positives, beaucoup de gens qui admirent votre travail, vraiment, sachez-le. Merci. Et alors c'était encore, enfin il faut remonter un petit peu le film, mais on nous parlait de Timon. Oui. Et donc Pumba voilà, justement, on nous demandait une imitation, c'est fait. et du coup voilà, votre travail c'est aussi des personnages animés, notamment moi j'en garde deux quand même très mythiques, c'est Timon dans Le Roi Lion et Woody dans Toy Story. Il y a un serpent dans ma botte. Et voilà. Mais oui, mais c'est super à faire, c'est formidable. Et alors ça c'est la raison pour laquelle aussi on admire beaucoup, les voix que vous avez, vous, des gens comme Maïk Dara, comme Céline Monsart restent, c'est parce que c'est des voix de notre enfance, parce que c'est des films qu'on a vus en VF quand on était petit aussi. Mais nous on est les premiers surpris en même temps, parce que tout d'un coup on rencontre des gens qui ont 10 ans de moins que nous, ou 20 ans, et qui tout d'un coup nous disent... Voilà, tout d'un coup, tu leur dis un mot, tu fais ça, tu veux que Pumba, et ça réveille plein de choses. C'est formidable, quoi. Le pouvoir de la voix est très impressionnant. Le pouvoir du son. Sur un film d'animation encore plus. Ouais, bien sûr. Et puis ils sont vus et revus. Les parents, ils nous détestent. Écoutez, oui, on t'a entendu, toi. mais les enfants, c'est super. Et sur Le Roi Lion, c'est à l'époque, en fait, si je me trompe pas, c'était un film de seconde main chez Disney qui était censé être un petit film avant Pocahontas, et ça a pris tout le monde par surprise parce que c'est devenu le plus grand succès de l'histoire de l'animation Disney. Et vous, est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez vu ce film, du coup, avant tout le monde, et comment vous avez découvert le personnage moi j'ai adoré, c'était chez Dubbing, on a fait ça chez Dubbing. Et c'était formidable, quoi. Il y avait un truc, on s'amusait énormément à le faire, quoi. Je me souviens, c'était Fred Taïeb qui supervisait tout ça, et c'était, mais qu'est-ce qu'on a rigolé à faire ça. Il y avait vraiment, déjà dans la fabrication, on se marrait tout le temps, quoi. On se marrait tout le temps, on se disait vraiment, ces personnages-là, il y a quelque chose. Et puis c'est vrai que Timon et Pumba, ils ont fait une carrière presque solo après. Ouais, c'est vrai. Et avec la déclinaison sur la télé, avec plein de choses, quoi. Et puis d'autres films qu'ils ont fait sur eux, quoi. Mais non, c'est formidable. Alors il y a des répliques du film qui sortent là. Tu n'es qu'un jouet, j'ai un serpent dans ma botte, etc. Tout le monde connaît. C'est vrai, ça rappelle des souvenirs, tout ça. Mais je crois qu'il y en a un prochain d'ailleurs, Toy Story qui vient. Il y a un 4, un 4 qui. Et Toy Story, ils sont très très forts parce qu'ils ont fait le premier qui était formidable, le deuxième qui était encore mieux, le troisième qui était encore. Voilà, donc on se dit, on attend le quatrième, quoi. C'est ça. Et ils ont en plus, ce que j'ai appris en parlant un peu avec eux, c'est que ils ont une politique à l'intérieur même des équipes qui est assez formidable. C'est-à-dire que celui qui a fait le montage du premier sur le troisième, il est réalisateur. Enfin voilà, il y a une évolution dans les équipes qui est vraiment très très passionnante. Et vous parliez du pouvoir de la voix. Personnellement, je ne peux pas dissocier Tom Hanks de votre voix. Moi, c'est très difficile de regarder les films avec Tom Hanks en VO. C'est vrai. Et il y a une voix aussi qui a particulièrement marqué, enfin moi et aussi beaucoup de monde, je pense, c'est Forrest Gump. Et est-ce que c'était vraiment spécial pour vous ce film-là, parce que c'était très spécial. C'est très spécial parce que lui-même, Tom Hanks, s'est collé. Enfin, il a déjà fait ce travail-là, lui, par rapport à l'enfant. Bonjour. Je m'appelle Tom. Je m'appelle Forrest. Il y avait cette espèce de truc, il s'est mis dedans et donc il y avait comme un effet miroir, quoi. Et donc il fallait que moi je fasse ce travail-là par rapport à lui qu'il avait déjà fait par rapport à l'enfant. Enfin, il y avait, vous voyez ce que je veux dire. Et c'était formidable. C'était c'est un beau souvenir, ça. Donc c'était ça le secret, se mettre dans la peau d'un enfant pour pouvoir... Oui, de cet enfant particulier qui avait des difficultés d'élocution et tout, et donc il voulait... voilà, et donc il a fait tout ce travail, lui, de caméléon par rapport à cet enfant, et moi je l'ai fait par rapport à lui, voilà. Et c'était... mais
Et puis il y a des personnages, et c'est des films qui, moi je l'ai revu il y a, je sais pas, il y a 1 an peut-être à la télé, par hasard. Il a pas pris une ride, ce film, quoi. Il y a des films comme ça qui sont... il a quoi, plus de 20 ans? Oui, 94, ouais. plus de 20 ans. Je crois que c'est le seul film dont on a fait un restaurant. Oui, le Bubba Gump, c'est une chaîne de restaurants ouais, aux c'est vrai, États-Unis. Ouais, ouais. c'est marrant. Et il passe le film en boucle dans le restaurant. Ouais. Alors oui, un autre film culte Ouais. qui je pense reste dans les mémoires, c'est Le Cercle des Poètes Disparus. Vous faisiez la voix de Charlie Dalton. Ouais. Oui, c'est ça. Et où il y avait un gros casting de voix françaises, il y avait Patrick Fleurchen, Bernard Gabé. Est-ce qu'il y a un souvenir spécial de ce très très loin là. Je sais que non, je me souviens. Moi, c'était vraiment dans mes toutes premières années de doublage, et je sais où on l'a fait. C'était rue Le Raid. Maintenant, après, c'est pareil, on faisait ça par petits groupes, quoi. Ah, okay. On a toujours, on fait de plus en plus les films, effectivement. Comme les techniques sont de plus en plus compliquées, on passe en 5.1, on passe maintenant en Atmos, machin chose. Donc on est obligé, c'est pour revenir aussi à votre question de tout à l'heure, on est obligé d'enregistrer les gens les uns après les autres, de faire des pistes séparées pour pas que ça se chevauche, qu'on puisse mixer séparément les choses. Mais moi je sais qu'en direction, je fais en sorte au moins d'avoir mes dialogues en face, c'est-à-dire d'avoir les 2 acteurs en même temps, même si je les enregistre les uns après les autres, de pouvoir les avoir en même temps, qui vivent la même chose en même temps et qui puissent se répondre, quoi. Parce que sinon c'est compliqué. Et je sais que sur le Cercle des Poètes Disparus, on était aussi, voilà, on était nombreux, donc c'était un beau souvenir. Oui, il y avait une troupe de comédiens. Ouais. C'est vrai. C'est fort. Et il y a aussi une espèce de, on va dire, de lien avec Tarantino. Ouais. Parce que vous avez doublé pas mal de personnages dans ce film, et vous l'avez doublé lui. Je l'ai doublé lui, ouais. Qui est un personnage. Il est tellement fou, quoi. Oui. C'est tout ce que j'aime faire aussi. Quand ça part dans tous les sens. Ah ouais, il est super, Tarantino. Il est magnifique. Parce il se lâche, quoi. Il est ingérable, donc. C'est un peu comme Timon, quoi. Il y a un côté, ça part ça part dans les tours très vite, et c'est rigolo à faire. On a une question de fan. Ouais. Stéphie Masca, est-ce que vous arrivez à regarder quelques temps après les films que vous avez doublés? Vous aimez les revoir et tout ça? J'aime bien les revoir, mais je les cherche pas particulièrement. Je tombe souvent dessus à la télé, puisque c'est quand même là qu'on les voit le plus en version française. Je cherche pas spécialement à les voir, non, parce que c'est vrai que les choses s'enchaînent, et puis mais j'aime, quand c'est bien, je suis content. Quand je tombe par hasard dessus. J'en profite parce que j'avais une question qui se rapproche un petit peu de celle-là, c'est que en fait moi c'est des films, Toy Story, Le Roi Lion, c'est des films que je peux voir qu'en VF, pour le coup. VO n'existe presque pas, voilà, et parce que voilà, c'est des d'ailleurs je pense pas qu'ils étaient vraiment diffusés en VO ici en France, les dessins animés en général, non. Mais est-ce qu'il y a, vous, en tant que spectateur, des films que vous ne pouvez voir que en VF? Je pense que c'est relié aussi à mon enfance, ouais. C'est-à-dire d'une autre génération. Mais effectivement, il y a ce... Alors que je vois beaucoup de films en VO, et puis de toute façon, le fait aussi de les diriger, donc je suis obligé de les voir en VO et de les voir longtemps, souvent, et puis de me plonger dedans. Et j'adore ça. Mais les VF, pour moi, c'est relié aussi à mon enfance. C'est vrai. Ouais. Mais c'est ça, c'est là où on revient au son. Le pouvoir du son, c'est extraordinaire parce qu'on ne le voit pas. Autant l'image, on voit l'impact que ça peut avoir, autant le son, on ne se rend pas compte. Mais si vous changez la bande-son d'un film, si vous enlevez telle musique, tel silence, tel truc, les silences, c'est rien, c'est les respirations, tout ça, on ne se rend pas compte du tout de l'impact que ça peut avoir. Mais moi, je sais que par exemple, j'ai eu une expérience absolument dingue un jour avec une personne qui avait fait un montage et qui pensait qu'il fallait enlever toutes les respirations pour que tout soit net et tout ça. Mais c'était irregardable, c'était terrible, parce que toute la vie était partie, quoi. C'était coupé comme ça, donc les gens faisaient... Il n'y avait plus de... Voilà, et la vie elle est dans
dans ce truc, et si on enlève ça, c'est horrible, quoi. Donc ça, c'est encore une toute petite chose. Donc si vous enlevez la musique de Williams sur les films de Spielberg, voilà, tout est, voilà. Mais le son, on se rend pas compte, quoi. L'impact que ça, c'est énorme, Bien sûr. énorme. Et je pense que ça rejoint ce que vous dites, c'est effectivement quand on est, voilà, on est imprimé par ça, par les voix, par les répliques qui ressortent comme ça, c'est parce que ça fait appel à quelque chose. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Puis ça rentre dans une culture, dans toute une génération. Et ce dont vous parliez sur les respirations, justement, c'est quelque chose que je me demande souvent, c'est quand on fait un doublage de film, est-ce qu'on reprend toutes les respirations de l'acteur, on se réapproprie tous les sons? Oui. Alors après, on essaye de faire au maximum d'être dedans. Maintenant, après, on peut essayer de récupérer. Peut-être que dans certaines scènes d'action où là, et tout d'un coup, il soulève des trucs et tout, on va peut-être prendre ce petit bout-là qui est mieux dans l'original, parce qu'il sera moins bien, mais on refait, oui, bien sûr. D'accord. Ouais, c'est vachement important. Oui, forcément. Bah oui, ça fait partie de l'interprétation de Bah oui, absolument. Alors on a juste une question de Alexandre Duval. Cela n'a pas été trop difficile de rejouer Tom Cruise avec 9 ans d'écart entre les films Entretien avec un vampire et Le Dernier Samouraï? Non, pas du tout, parce que ils sont très différents, quoi. Oui, forcément. C'est vraiment très différent. Il n'y a pas de. Puis il a pris 9 ans et moi aussi entre-temps. Donc voilà, il y a une espèce de. Mais il peut y avoir effectivement des fois des décalages qui se créent par hasard, pas forcément par hasard, mais qui se créent parce que tout d'un coup il y a une adéquation qui a 20 ans qui n'est plus du tout la même 10 ans plus tard, parce que le personnage original a évolué d'une certaine façon. Tout d'un coup, c'est aggravé énormément, est tombé dans l'alcool, dans le machin, dans le truc, et que le personnage français, lui, gardait une voix très légère et tout. Donc, voilà, il peut y avoir une difficulté d'adéquation et ça peut poser des problèmes effectivement à certains moments. Mais sinon, voilà, les choses se font en parallèle. Une question de Vincent? Une petite question sur le travail de directeur artistique. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un peu du travail de réalisation aussi? Vous vous appropriez le travail du réalisateur? Non. Pour donner votre version du film? Non, je ne veux pas donner ma version du film. Moi, je trouve que dans ce cas-là, il vaut mieux être réalisateur. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas un réalisateur frustré qui a envie de prendre un film de quelqu'un et de dire non, je vais faire mon truc à moi, ce qu'il a. Non, le doublage, c'est vraiment coller à ce qu'on voit. Enfin, voilà, c'est recréer, c'est être le plus fidèle possible à l'original. Sinon, on fait son film. Vous voyez ce que je veux dire? Quel intérêt, enfin, je veux dire, c'est de faire dire à des trucs, c'est pas tout à fait ce qu'on dit, mais machin, essayer de détourner. Ou alors on détourne le truc et on en fait un gros gag, quoi. Mais c'est pas le jeu non plus. Donc on peut s'amuser à faire ça une fois pour rigoler, mais c'est pas. Tout l'intérêt, au contraire, c'est d'être dans la fidélité totale à l'original. Et tout l'art, il est de capter dans une langue qui est différente, avec des expressions qui sont différentes, parce qu'il y a une culture différente. On se rend pas compte, mais c'est ça. Moi, j'ai vécu 3 ans aux États-Unis et je me suis rendu compte d'un truc terrible, c'est qu'on a l'impression qu'on est chez soi, parce qu'on a vu toutes ces séries américaines et on arrive à Los Angeles, on se dit je connais. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Les gens sont très différents. Vous rentrez dans un ascenseur en France, personne ne vous dit rien, tout le monde se fait la gueule, parce que chacun prend c'est une manière aussi de prendre de dire voilà, m'emmerdez pas. Et vous rentrez dans un ascenseur aux États-Unis, les gens vous disent hi, how are you? Mais c'est pour eux, c'est pas, ils font pas à Miami. Et vous croyez qu'ils font à Miami parce que vous n'avez pas l'habitude, ils vous disent ils sont sympas, et tu continues à leur parler et eux ils comprennent plus, parce que eux, leur façon de dire hi, how are you, c'est aussi une manière de dire voilà, je suis là, toi tu es là, et voilà. Mais ils ont cette manière de poser, en fait, c'est une manière de poser les limites, en fait. Et nous, on pense que c'est ils nous trouvent sympa.
Et là, tout d'un coup, ils disent... voilà, donc il y a plein d'incompréhensions. Et dans les films, c'est pareil. Il y a plein d'attitudes, de trucs. Et il faut savoir traduire ça. C'est ça qui est passionnant. C'est ça qui est rigolo. Voilà. On a une autre question qui est marrante. C'est qu'est-ce qui se passerait si Tom Hanks et Tom Cruise devaient faire un film ensemble? Ah bah, je sais pas. Faudrait leur demander. Il faudrait rappeler Yvan Attal. Ouais, il faudrait rappeler Yvan Attal. Ou Patrick Poivet. D'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que Patrick Poivet, qui fait la voix de Bruce Willis, a doublé Tom Cruise. Au tout début, Au tout début. Ouais, bah là, c'est un peu ce qu'on disait, justement. Peu... C'est que comme Tom Cruise, lui, a gardé son truc côté jeune homme, et que Patrick, il a une voix qui est beaucoup plus grave et plus... donc tout d'un coup, il y a un décalage qui s'est fait, qui fait que voilà, il y a eu d'autres choix qui se sont faits à ce moment-là. Mais... C'est vrai qu'Yvan Attal a aussi une voix à peu près aussi médium que la vôtre. Du coup, des fois, j'ai eu du mal, par exemple, sur Eyes Wide Shut, quand je l'ai vu, j'ai eu du mal à me dire est-ce que c'est vraiment le comédien, bon comédien, ou c'est un autre. Mais on saisit quand même la différence. Et même si Yvan Attal, je trouve, a fait du très bon travail avec Tom Cruise, maintenant, c'est vraiment la vôtre qui est devenue incontournable. Et c'est vrai que quand on se dit que c'est la même personne qui double Tom Hanks et Tom Cruise, il y a un moment où on se dit ah mais oui c'est la même voix, mais d'emblée on se dit pas, enfin c'est vraiment deux interprétations différentes. Ça, je pense que c'est au fait le fait d'avoir une voix un peu médium justement et pas trop marquée qui est voilà, c'est assez, on la reconnaît pas trop quoi. Donc ça me permet moi de jouer un peu avec. On va peut-être finir avec une dernière question. On a fait une demi-heure là, c'est super intéressant. C'était passionnant. Ouais, juste peut-être des questions un peu pragmatiques. Par exemple, combien de temps il faut pour faire un film comme Jack Reacher ou bientôt Sully avec Tom Hanks? Maintenant, en général, les films se font en 5-6 jours, une semaine maximum quoi. Sauf les très très grosses sorties qui peuvent, on peut doubler le temps là, on peut arriver jusqu'à 15 jours d'enregistrement, mais ça c'est vraiment c'est assez exceptionnel. Mais le film se fait en 3-4 jours, 5 jours, 6 jours, plutôt 5-6 jours je dirais. Avec un temps de préparation avant ou... Oui, la préparation avant elle est énorme. Elle est énorme. Bah oui, pour qu'on arrive à les faire justement assez rapidement, parce que 5-6 jours pour faire un film, c'est quand même pas... C'est tendu quoi. Ouais, c'est très tendu. Est-ce que justement vous regardez le film plusieurs fois vraiment? Ouais, bien sûr. Il faut se plonger dedans, il faut être... Et c'est ça que j'aime aussi dans la direction, c'est ça, c'est toute la préparation, tout le casting... Et puis après, c'est du bonheur quoi. Quand on se rend compte qu'on s'est pas gouré de casting et qu'on a vraiment les acteurs qui collent et que ça colle vraiment bien et qu'ils sont plein dedans, après c'est... Voilà. Parce qu'en général, vous faites un casting tout le temps ou des fois vous vous dites ah lui il a une voix plutôt comme ça, je connais quelqu'un qui va vraiment coller? Non, je fais un casting, mais j'utilise aussi les voix. Je fais des recherches sur internet, j'essaie de voir qui double qui. Souvent il y a plusieurs voix sur un même. Donc qui va être le plus proche de ce personnage là aussi. Voilà, enfin c'est tout un. Il y a toute une préparation à faire qui est longue. Après, puis il faut préparer son planning, il faut préparer ses enregistrements. Mais c'est marrant à faire. Alors, il y a quand même une question qui moi m'intéresse, alors je vais la poser. Est-ce que vous avez d'autres projets dans les doublages de films animés, donc les films à venir? Je sais qu'il y a un Woody, il y a un Toy Story 4 qui est annoncé, mais je sais pas quand, dans un an je pense, il me semble. Je crois que c'est ça, ouais, à peu près. 2018 il me semble la sortie, mais du coup on en entendra parler bientôt. Là je viens de diriger Cigogne et compagnie. On va voir s'il y en a un deuxième derrière, je serais ravi de le faire. On va voir, je sais pas. Mais j'adore faire les dessins animés, c'est super. Ça marche. C'est super à jouer et à diriger aussi, bien sûr. Il y a une liberté dans le dessin animé qu'on n'a pas. Autant on est obligé d'être très 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 proche de l'original dans le film normal, parce qu'il faut vraiment, il y a une précision folle. Autant dans le dessin animé, il y a une petite marge quand même qui permet vraiment de bien s'amuser. Non, mais ça se voit, ça s'entend surtout dans les films comme Le Roi Lion c'est sûr. et Toy Story. C'est sûr. C'est vraiment...
Donc il me reste à vous remercier encore c'est pour moi. tous ces bons souvenirs. Merci et à puis tous. Merci cette beaucoup. interview vraiment intéressante. C'était passionnant à faire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce live autant que nous on a aimé le faire. Ouais. Et donc voilà, vous pouvez retrouver Jack Reacher Never Go Back dès aujourd'hui en salle. Allez-y. Voilà, c'est le conseil du maestro. Ouais, c'est super. Donc on vous dit à une prochaine fois, peut-être avec Jean-Philippe, une prochaine fois avec si plaisir, vous voulez revenir. Grand ce sera avec plaisir pour nous aussi. Tout à fait. Et à très bientôt dans les salles et sur Allociné. Bonne journée. Au revoir.